Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre petite interview. Alors, ma première question va concerner en fait l'intersectionnalité. Et on voulait savoir, voilà, en tant qu'association comme les chefs, comment est-ce qu'on peut au maximum promouvoir déjà l'intersectionnalité, mais aussi faire de l'intersectionnalité nous-mêmes, de notre association. Si vous avez des conseils ou voilà. La première des choses, c'est que je pense que le fait d'avoir conscience de cet impératif, de cette exigence, c'est déjà un pas pour moi qui semble assez positif. Après, je ne sais pas si je suis en mesure de donner des conseils, mais ce que je pense, et que je crois que ça vaut pour tous les groupes, la parole la plus importante, c'est toujours la parole des premiers concernés. Donc ce qu'il faut, c'est systématiquement, quand on pense à l'inclusivité, quand on pense à des groupes qui sont sous-représentés dans notre instance, faire en sorte que ces groupes-là, s'ils sont représentés, soient ceux qui portent leur propre voix et pas leur prêter certaines volontés, certains propos, etc. Vraiment faire en sorte qu'en fait, tout ce qui les concerne soit le produit de leur volonté, de leurs ambitions politiques. Donc, à mon avis, c'est la première des choses à laquelle il faut penser. Oui, donc se rendre compte et puis laisser la parole aux concernés. Absolument, ouais. Parce que c'est vrai que dans l'association, comme on en parlait dans le colloque, donc on rencontre des personnes donc, LGBTQI, mais aussi racisées. Et donc, voilà, on se demandait vraiment comment pouvoir mettre toutes les formes de discrimination voilà, en avant et pouvoir en parler et pouvoir être sûr aussi qu'on fait du bon travail. Oui, et puis les avoir en tête aussi, parce que c'est vrai que si on, en fait, souvent, quand on ne s'en préoccupe pas, mécaniquement, en fait, ce qui se reproduit, ce sont les dominations qui existent déjà par ailleurs dans la société. Donc, tout de suite, systématiquement avoir cette volonté de rééquilibrer, parce que si on ne fait rien, en fait, de manière mécanique, ce sont toujours les groupes dominants, en fait, qui vont être surreprésentés, et puis les autres, en fait, qui n'auront pas forcément de visibilité. Alors, ma deuxième question, c'était, voilà, je voulais savoir comment c'est de vivre dans un pays où les scores au niveau de la droite et même de l'extrême droite sont en grande augmentation, quand on est donc une femme et racisée. Voilà. Alors, pour ce qui concerne ma situation personnelle, je ne pense pas être forcément la personne la plus à plaindre aujourd'hui en France, puisque je fais partie plutôt, entre guillemets, des privilégiés, dans le sens où j'ai pu accéder à des études supérieures, j'exerce une profession intellectuelle, je ne suis pas exposée aux difficultés les plus cruelles auxquelles sont exposés souvent les racisés. Je ne vis pas en banlieue, etc., etc., dans une banlieue populaire. Et c'est difficile, en fait. C'est marrant parce qu'en fait, on s'attarde beaucoup sur la montée d'extrême droite, qui est évidemment un danger inquiétant, mais très honnêtement, pour moi, la victoire du Front National, elle est complètement idéologique. Elle n'est pas seulement liée à des scores électoraux, mais vraiment à la manière dont le discours général politique a dérivé. C'est-à-dire que depuis, le Front National a été créé il y a 40 ans, et en fait, depuis 30 ans, on voit que tous les partis, en fait, dérivent vers la droite. Et ce qui était inacceptable, en fait, par exemple, à gauche, autrefois, a été promu vers la gauche. Moi, quand je vois que finalement, c'est le gouvernement de Manuel Valls, donc sous l'égide de François Hollande, qui a proposé la déchéance de nationalité, on se demande si on a vraiment besoin que l'extrême droite soit au pouvoir pour que de telles mesures soient mises en avant. Et en réalité, lorsque Nicolas Sarkozy a gagné l'élection présidentielle en 2007, c'était un des scores les plus bas en fait, du Front National qui a fait 10%, et il s'en félicite encore aujourd'hui, mais je pense qu'il n'a pas raison de s'en féliciter, parce que la réalité, c'est qu'il a réussi tout simplement à aspirer son électorat en reprenant ses idées, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu ses idées acceptables en les introduisant dans les politiques qu'il a menées les années d'après, et ça, pour moi, ça a transformé le discours politique général en France. Et effectivement, moi, oui, en tant que journaliste racisée, c'est pas évident, parce qu'effectivement, quand on est de toutes les façons, comme c'est mon cas, journaliste et racisé, les gens ont le sentiment que dès lors qu'on aborde certains sujets, on manque forcément d'objectivité, comme si les Blancs étaient intrinsèquement objectifs. Oui. Alors, on est tous partie prenante de ce phénomène-là de domination, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, on n'est jamais objectif. On est des êtres faits d'expérience, et notre expérience a une incidence sur la manière dont on perçoit les choses. Donc moi, aujourd'hui, je suis davantage inquiète par l'acceptation générale des idées du Front National que par sa victoire, parce que finalement, le plus important, pour eux, c'est d'avoir finalement préparé une opinion qui aujourd'hui est prête à élire le parti. Ce serait plus le fait qu'il y a vraiment une banalisation, même à la limite, des idées de l'extrême droite dans la société, qui serait plus dangereuse que le parti en lui-même, quoi.
C'est-à-dire que c'est pas sous le Front National qu'on a vu des policiers demander à une femme de se déshabiller sur une plage parce qu'elle était trop couverte. C'est-à-dire, c'est vraiment une image qui est absolument terrifiante, qui a fait le tour du monde, mais on est gouverné par des socialistes. Oui. Donc, on n'est même pas gouverné par la droite, quoi. Donc... Et du coup, comment on peut, voilà, en tant que citoyenne, comment est-ce qu'on peut, citoyenne et racisée, se retrouver dans le monde politique actuel et essayer de voter en fonction de ses intérêts, si on ne s'y retrouve pas du tout, en fait? C'est très difficile et moi j'avoue que je pense que c'est important de s'exprimer dans les scrutins. Après, le choix qu'on a aujourd'hui, moi je suis pas du tout pour... j'aime pas du tout ce discours qui consiste à nous dire qu'il faudrait voter utile, parce que je trouve que c'est une forme de chantage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vote aussi en fonction des options qu'on nous propose, et si les options ne sont pas satisfaisantes, on ne peut pas forcer les gens à voter pour le moindre mal. Si finalement, en plus... C'est ce qui s'est passé en 2012. François Hollande a été largement porté par les minorités. Il a fait ses meilleurs scores en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, donc 94, en Guadeloupe et en Martinique. Donc ce sont des départements où il y a, en Guadeloupe et Martinique, une écrasante majorité de Noirs. Et 93-94, donc ce sont beaucoup de gens d'origine étrangère, des gens qui sont racisés. Donc il a été porté par les minorités. On sait que 90% des musulmans ont aussi voté pour lui, avec un retour quand même qui est d'une violence assez importante. Donc si moi, en 2017, ces personnes-là ne souhaitent pas s'exprimer, je trouve que ça interroge davantage sur la démocratie et sur peut-être des choses à refondre au niveau de la Ve République. Alors, donc, comme vous savez sûrement, les chefs, c'est une association LGBTQI. Est-ce que vous pouvez un peu parler du climat pour les personnes LGBTQI en France ? Nous, on a vécu le grand traumatisme des manifestations contre le mariage pour tous. Oui, et ça apparemment à nouveau en marche avec la manif pour tous qui revient. Ils reviennent, mais je pense que le débat, il n'y a plus de débat. La loi a été votée, aujourd'hui, la France a tellement de problèmes que les gens n'ont pas forcément envie de revenir dessus. Mais pour moi, la manif pour tous, c'est une création qui est liée au contexte politique. Et ce que je crois, c'est que François Hollande, lorsqu'il a été élu, aurait pu, dès son élection, en fait, au mois de juin, mettre en place la loi sur le mariage pour tous, mais je pense que lui-même n'était pas convaincu par cette loi. Donc il a laissé, en fait, l'été passé, il a commencé à en parler, etc., en septembre, ce qui a laissé, en fait, finalement, l'opposition se recomposer. Et lui-même, en ayant un discours qui n'était pas très clair, parce que j'ai quand même le souvenir qu'il avait proposé la possibilité pour les maires d'opposer une clause de conscience s'ils n'avaient pas envie de célébrer des mariages homosexuels. Donc quand on a un président en fait, qui propose une loi en se disant « bon, si vous ne voulez pas, on peut trouver une solution », ça donne forcément de la force aux adversaires. Et donc ça, pour moi, ça a été un problème. Et puis après, le fait de ne pas aller jusqu'au bout en proposant la PMA, c'est évidemment la défaite des femmes, en fait, des femmes qui sont LGBTQ. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas le même niveau de violence dans le discours politique qu'en 2012-2013. Ça a laissé des traces, évidemment, et des grands traumatismes. Mais il y a aussi quand on parle d'intersectionnalité, il y a aussi quelque chose que je trouve tristement intéressant, c'est la manière dont le Front National courtise les homosexuels, qui fonctionne, puisque le numéro 2 du Front National est lui-même homosexuel, et c'est pas le seul dans le parti. Et ça, c'est quelque chose qui me semble inquiétant. Parce que finalement, ce qu'on va dire à certaines femmes, ce qu'on va dire à certains juifs, ce qu'on va dire à certains homosexuels, c'est vos ennemis sont les musulmans. Et ça fonctionne auprès d'un certain public. Et là, pour le coup, c'est le contraire de l'intersectionnalité, c'est vraiment la division en fait, des minorités qui sont pourtant exposées, qui auraient plus intérêt à s'unir contre une domination qui les frappe de manière indistincte. Et vous savez peut-être parler un petit peu aussi de la situation des personnes transgenres et intersexuées, qui sont aussi un public que nous on rencontre au sein des chefs. Ouais, alors je sais qu'il y avait la manifestation Existrans aujourd'hui à Paris. En fait, c'est un débat qui n'est absolument pas présent dans le discours public. Moi, si vous voulez qu'on parle de personnes publiques, il y a il y a un journaliste, je ne sais pas si journaliste ou animateur, mais qui est chroniqueur dans le Grand Journal, qui est une femme trans en fait. Oui. Moi, la manière dont on lui parle et les allusions qui ont lieu sur le plateau, moi, franchement, j'ai trouvé extrêmement choquante. Et je trouve que la transphobie, c'est quelque chose de très accepté et qui n'a pas de réponse, en fait, associative légitime. Donc, voilà, cette personne, elle-même, en fait, reçoit ce qui, moi, me semble injurieux, en fait, en disant, mais non, en les analysant comme de la camaraderie. Et c'est très compliqué parce que je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'isolement, qui fait que c'est difficile en fait de protester quand on est de manière individuelle exposé à des injures en fait qui sont des injures de transphobie en l'occurrence quoi. Oui, en plus cette femme c'est sur son lieu de travail aussi, mais oui, c'est donc ça. c'est encore plus délicat. C'est très compliqué parce qu'en plus voilà, c'est un lieu de travail
qui a pour exigence la convivialité. Donc c'est un peu compliqué d'être systématiquement en train de dire, voilà, de faire un peu, entre guillemets, la relou de service en disant, voilà, non, c'est pas drôle, machin, etc. Parce qu'en en fait, il n'y en a pas d'autres. Donc je pense qu'il y a aussi un devoir d'exemplarité qui pèse sur elle, qui fait que c'est vraiment difficile, quoi. Ouais. Donc moi, en fait, en termes de discours public, c'est le seul exemple que j'ai parce que je trouve qu'il y a vraiment une absence totale de cette question-là dans le discours public, dans le discours même fictionnel, quoi. C'est des choses qui sont présentes dans la fiction américaine, mais en France, je vois pas grand-chose, en fait. Ok. Alors, pour terminer, je voulais savoir si vous aviez un message à délivrer aux femmes qui sont racisées et lesbiennes, bisexuelles ou transgenres, voilà. Je n'ai pas de message particulier à délivrer, mais ce que je pense, c'est que c'est important, en fait, de ne pas considérer que il y a une partie de notre identité, en fait, une appartenance qui doit primer sur l'autre. Et je crois que c'est important, même si c'est difficile, de mener tous les combats de front et de le faire entendre à tous les collectifs qui vont en fait se focaliser sur une des appartenances au détriment des autres, qu'on est en fait des personnes complexes et qu'on n'est pas juste une chose et que tout doit être pris en compte. En même temps, il n'y a pas une priorité sur une autre, même si des temps politiques vont mettre l'accent sur certains aspects plus que sur d'autres. Donc pour moi, c'est vraiment de pas... En fait, de tout mettre sur le même plan et de donner la priorité à tout. De mettre en avant l'intersectionnalité. Absolument, systématiquement et quel que soit le collectif auquel on appartient. D'accord, mais merci beaucoup. Merci à vous.